Bonsoir, des hommes provoquent volontairement des incendies sur l'une des plus belles îles du monde, la Corse. La grande polémique de l'été continue, faut-il travailler le dimanche? Non, dit la loi, oui, dit Virgin. En Turquie, des séparatistes kurdes détiennent toujours en otage des touristes français qui n'ont rien à voir avec les Kurdes et avec les Turcs. En Bosnie, les casques bleus de l'ONU craignent une intervention aérienne de l'OTAN, ou plutôt ses conséquences. Ils subiraient aussitôt des représailles de la part des Serbes. Et puis, en Russie, les comédiens trouvent enfin du travail grâce au western Spaghetti. Voilà la folle actualité de ce dimanche. Elle inspirerait un Prévert. Et pour l'agrémenter, nous vous offrirons à la fin de ce journal la cavale des fous, que Pierre Richard, notre invité, nous présentera. Bonsoir. Bonsoir. Il s'agit d'un film, c'est-à-dire d'une fiction, mais plus vraie que nature. Commençons donc par l'île de beauté que des pyromanes abîment. Le maire de Corté et le préfet de Haute-Corse ont porté plainte contre X à la suite d'une série d'incendies. Ils en ont la certitude, les feux destructeurs ne sont pas dus au hasard. Reportage d'Agnès Varamian et Christian Roudot. Effort dérisoire devant le feu qui prend. Le vent s'est levé tard cet après-midi sur Corté, mais dès les premiers souffles, 3 départs d'incendie à quelques centaines de mètres, à quelques minutes d'intervalle. C'est comme tous les jours. Un jour il y en a 5, un jour il y en a 10, un jour il y en a 15, et puis voilà, les gens, quand on doivent se concerter. Et puis quand on s'y attend le moins, quand on est tous du même côté, que les hommes sont bien fatigués, on nous met complètement du côté opposé, et il faut courir après. Plus de 1000 hectares brûlés avant-hier, des foyers maîtrisés, mais sur lesquels il faut encore larguer du produit retardant. Ils ont passé leur journée, les pauvres, à balancer de l'eau. Dans les villages, les habitants accusent les bergers qui brûlent le maquis pour que l'herbe repousse. Alors peut-être qu'au départ, ils mettent le feu pour nettoyer un endroit bien précis, mais le feu, ça ne se maîtrise pas, hein, si on n'a pas des moyens pour le maîtriser. Donc le feu passe ensuite les barrières. Mais il y a des éleveurs donc, qui mettent le feu et qui peuvent brûler les bêtes des autres. Quand le feu est monté, bon, il y avait mes vaches, mais il y en a de tout le monde, là. Et vous êtes en colère pour ça? Et je vais voir, moi, je vais voir si... En colère, de toute façon, je veux être en colère. De toute façon, on peut rien faire, hein. Rendre les sols fertiles par le feu, une pratique ancestrale interdite aujourd'hui. Sauf qu'économie oblige, par tête de bétail, les bergers touchent des subventions européennes. Ce système, superposé au type d'élevage corse, la libre pâture, entretient des mises à feu régulières aux mêmes endroits. Des bergers en cause, mais pas partout et pas forcément pour les incendies de ces derniers jours. La majorité des incendies partent depuis le bord des axes routiers, que ce soit les nationales, voire les départementales. Et ensuite, on est également surpris par la simultanéité d'un certain nombre de mises à feu. Et ces mises à feu ne touchent pas forcément des territoires pastoraux. Les secours s'attendent à des feux de berger dans les jours qui viennent. Mais quelle que soit l'origine des incendies, ils s'attendent de toute façon à ce que le maquis brûle. En Haute-Corse, comme dans le sud de la France, l'alerte est maximum pour demain. Dans le Var, 2 ouvriers ont été mis en examen pour avoir provoqué involontairement un incendie dans la région de Draguignan. Ils avaient brûlé vendredi des sacs de ciment sur un chantier. Virgin n'aime pas les interdits. La loi lui commande de fermer le dimanche. Que fait le magasin de disques et de livres des Champs-Élysées? Il ouvre le dimanche. La loi le menace d'une astreinte de 1 million de francs, mais elle n'est pas dissuasive. Il faut croire que les ventes le dimanche rapportent beaucoup plus. Il a suffi d'observer aujourd'hui l'affluence à l'ouverture des portes. Les Parisiens avaient envie de musique. Et les Bordelais? Reportage en Gironde de François Privat et Vincent Pacifio. Motus et bouche cousue. Pour tenter d'apaiser les passions et de dédramatiser le débat, les employés et la direction du Virgin Megastore de Bordeaux préfèrent désormais se taire. Créé en novembre 90, ce supermarché du disque et du livre sur 4 niveaux ouvrait alors 7 jours sur 7 et employait 130 personnes, réalisant en moyenne 15 à 20% de son chiffre d'affaires le dimanche. Janvier 91, Virgin Bordeaux est condamné à une astreinte de 250 000 francs par ouverture illégale. La direction nationale choisit alors de calmer le jeu et en dehors des dérogations, le magasin de Bordeaux n'a pas rouvert le dimanche avant le début de ce mois de juillet. Entre-temps, en mars 91, 50 personnes sont licenciées. Ensuite, la cafétéria et un étage complet du Megastore sont concédés à 2 sociétés privées. Désormais, Virgin Bordeaux compte 80 permanents. Aujourd'hui, le magasin était ouvert entre 12 et 20 heures. Une quinzaine de personnes en assuraient le fonctionnement pour une fréquentation somme toute moyenne compte tenu du beau temps actuel sur la côte aquitaine. Vous n'êtes pas sur la côte? Non, parce que il fait trop beau, il y aura trop de monde, on est mieux là. Ma femme est enceinte, donc on ne peut pas bouger.
qu'en ce moment les programmes de télévision sont pas très bons, alors on vient ici. Si l'ouverture dominicale est autorisée, les responsables de Virgin Bordeaux affirment qu'ils procéderont aussitôt à 12 embauches définitives. J'encourage le garçon à regarder France 2 ce soir. Vous pourrez croire que la polémique ne porte que sur les livres et sur les disques, mais d'autres magasins aimeraient bien ouvrir le dimanche en toute tranquillité. Rosen Kerlan et Frédéric Schonderfer se sont promenés dans le Marais à Paris. Un dimanche comme les autres dans le Marais, beaucoup de petits commerces sont ouverts en dépit de la loi. Depuis 3 ans, l'inspection du travail passe régulièrement dans le quartier, aujourd'hui encore. Je suis de l'inspection du travail. Je vais faire un petit contrôle, savoir si vous occupez des salariés aujourd'hui. Je suis seul, vous voyez, complètement seul. Claude Mijon est gérant de son magasin. Le dimanche, il n'emploie pas de salariés. Sa situation est alors régulière aux yeux de la loi. Le contrôleur ne peut dans ce cas lui dresser un procès verbal. Dans ces conditions, il peut ouvrir son magasin le dimanche. Je suis ouvert depuis 9 ans et j'ouvre tous les dimanches. Pourquoi c'est intéressant? Pour un chiffre d'affaires qui est entre 20 et 25% sur une année. Quelques rues plus loin, le contrôleur du travail procède à une autre vérification. J'ai constaté que 3 salariés étaient occupés de façon irrégulière. Et ça fait plusieurs fois que je suis présent dans cette librairie. Donc là, ils sont en récidive. Il y a déjà eu une condamnation. Ils risquent une amende qui peut aller jusqu'à de 6 000 à 12 000 francs. Les petits commerces du Marais aimeraient bien avoir enfin l'autorisation d'ouvrir. Chacun y va de son argument. La librairie s'appuie sur un texte de loi qui donne l'autorisation d'ouvrir le dimanche pour les ventes de journaux. D'autres estiment que certains magasins ont le droit d'ouvrir le dimanche tout en vendant les mêmes produits. Alors pourquoi pas eux? Nous avons des concurrents dans les musées qui ouvrent boutique et qui vendent les mêmes produits que nous. Quels produits par exemple? Des stylos, des accessoires de bureau design, des agendas. Eux ont le droit donc d'ouvrir et de vendre ces produits le dimanche et nous pas. Ici aussi, sur le quai de la Mégisserie, les animaliers sont ouverts le dimanche, mais eux n'ont jamais vu d'inspecteur du travail. Ils ont une bonne excuse, ils doivent nourrir les animaux tous les jours. Cette polémique oppose des commerçants à l'administration sur fond d'argutie juridique, mais si elle prend une telle ampleur aujourd'hui, c'est parce que les habitudes des Français ont changé. Les galeries commerciales sont devenues le dimanche un lieu de promenade, je n'ose pas dire pèlerinage. Nicolas Vinclair. À l'époque, la journée commençait par une messe. On s'y rassasiait de grâce divine et d'absolu, puis on allait en forêt, à la plage ou aux guinguettes pour s'y nourrir de verdure, de gros rouge et de camembert. Aujourd'hui, fini la rigolade, les prières et la gymnastique. Le dimanche a cessé d'être le jour des sourires et du Seigneur. Le dimanche, c'est le jour des embouteillages, des offres spéciales et des crédits gratuits. Le dimanche, c'est désormais le jour des consommateurs. Bonjour monsieur, pourquoi est-ce que vous êtes venu ici aujourd'hui? C'est parce que je suis venu, c'est ma nièce qui est en gendarmerie là-bas à Issy-les-Moulineaux, donc elle me dit que c'est très beau, je viens. C'est très beau? C'est très beau ici, c'est très beau, oui. Et oui, c'est beau les centres commerciaux. C'est beau puisqu'on y trouve du rêve et de jolies vendeuses sous les néons bleus. Moitié prix sur la moquette, ça ressemble au bonheur. 11% des Français font leurs courses le dimanche, ou plutôt ils se promènent. Car à bien regarder les chiffres, on s'aperçoit que les clients du dimanche ont souvent tendance à faire des kilomètres dans les galeries marchandes sans jamais rien y acheter. Explication sur le vif. Vous aviez envie de faire quoi cet après-midi? Vous avez le choix entre quel type d'activité? Alors là c'est assez limité. On vient surtout pour faire les magasins. Sinon on n'avait rien d'autre en vue. Donc c'est d'abord et surtout pour vous promener que vous êtes ici. Comment? C'est d'abord et surtout pour vous promener que vous êtes ici. Surtout pour nous promener. Le comportement des clients du dimanche est pour beaucoup de commerçants une source d'infini désarroi. Qui sont-ils en effet ces promeneurs aux yeux gourmands et aux poches vides? Ils nous emmerdent. Ils tournent en rond, ils font du bruit, ils sont mal élevés souvent. Mais ça, c'est la clientèle versaillaise. Hein. Ils sont mal élevés. Je pense qu'avec la télévision, ils n'ont plus de contact avec personne, ils s'emmerdent déjà. Donc ils essayent de se mettre dans un bain de foule uniquement pour pas être tout seul. Hein. Il n'y a plus de fréquentation, ils se fréquentent plus, tout chacun de son côté. Hein. Dans un centre commercial, le dimanche, on ne se contente jamais d'acheter 3 pinces à linge et du tissu. Ce qu'on attend, ce qu'on espère, ce qu'on y cherche,
est plein d'un insondable mystère. En Turquie, 4 touristes français sont toujours retenus en otage par des séparatistes kurdes. Leurs femmes, qui se trouvent à Ankara, ont espéré et attendu leur libération ce week-end. Espoir déçu, des tentatives ont bien eu lieu discrètement, elles ont échoué. Rejoignons nos envoyés spéciaux en Turquie, Valérie Hermite et Georges Hansen. Alors, on va les marcher. Oui, mais je suis sorti jusque là tout à l'heure, il fait chaud. Allez. Une nouvelle journée d'attente à Ankara, le 16e pour ces femmes d'otages. Les nouvelles ne sont pas fameuses. Une 3e tentative de libération a échoué hier soir. Selon les dernières informations, la délégation humanitaire qui devait retrouver les otages aurait été bloquée par les forces turques. C'est la 3e tentative en 5 jours. Je ne suis peut-être pas surprise parce que je pense que c'était quelque chose de c'est très compliqué comme situation. Et je crois que dans ce cas-là, aussi bien du côté du gouvernement que du PKK, chacun essaye de rejeter la faute sur l'autre. Moi, dans ma tête, parce qu'on me l'avait traduit, c'était une affaire de 5 jours. On m'avait aussi parlé de 10 jours. Maintenant, ça fait 15. Et bon, ce qui m'inquiète le plus, c'est quand ça rate, en fait, on ne sait pas exactement pourquoi. Et parce que la situation perdure, les équipages et les 2 avions qui attendaient les otages dans la région kurde ont été obligés de rentrer à Paris via Ankara. Ils seront remplacés demain. Une situation qui devient confuse mais pas encore désespérée. L'espoir vient beaucoup de la volonté apparente des rebelles du PKK de vouloir libérer les otages. Leur volonté, mais aussi l'expérience. Le parti séparatiste kurde n'a jamais gardé longtemps ses otages occidentaux. Bill Clinton a réagi très vivement à l'attaque effectuée par des Somaliens contre des Américains à Mogadiscio. Le chef de la Maison-Blanche a annoncé des représailles rapides et appropriées. Les casques bleus américains étaient tombés dans une véritable embuscade. 4 d'entre eux sont morts. Florence Mavic. Un énorme trou en plein milieu de la route qui mène de l'aéroport au centre-ville. Les soldats américains ne s'attendaient pas à un tel piège. Une mine posée à cet endroit, à proximité des habitations. Ce matin, un convoi se rend au quartier général de l'ONU. Soudain, un véhicule saute sur la mine. Des coups de feu sont tirés par des combattants somaliens. Le convoi comprend qu'il est tombé dans une embuscade. Il faudra les renforts des casques bleus égyptiens et pakistanais pour qu'il arrive à se dégager. Le quartier de la Médina est bouclé. Hier, un autre convoi a été attaqué. 5 Somaliens ont été tués par les casques bleus. Depuis le 4 mai, début de l'opération Rendre l'espoir, les Nations Unies ont perdu 40 hommes dans des attaques ou des accidents. Mais dans les couloirs de l'ONU, un rapport interne et théoriquement confidentiel fait couler beaucoup d'encre. Ce rapport remet en question la légalité de certaines attaques militaires contre les partisans du général Haïdid. Aux yeux des États membres, elles pourraient être assimilées à des meurtres purs et simples. Voilà qui ne va pas arranger les affaires des casques bleus, désormais considérés par une bonne partie de la population comme une armée d'occupation. Yitzhak Rabin devra-t-il négocier directement avec Yasser Arafat? La question se pose à la suite de la démission annoncée mais pas encore acceptée des dirigeants palestiniens de l'intérieur, autrement dit de ceux qui discutent en ce moment directement avec les Israéliens. Faisal Husseini et d'autres responsables reprochent en effet à la direction de l'OLP qui se trouve à Tunis de faire trop de concessions à Israël. Olivier Lerner nous appelle de Jérusalem. Warren Christopher l'a sans doute senti, mais le médiateur américain n'a pas voulu insister lourdement tant qu'il était au Proche-Orient. Il y a des couacs dans la famille palestinienne. L'OLP à Tunis et certains délégués palestiniens qui représentent la population des territoires sont loin d'être d'accord dans la façon de faire. Cette fracture est visible à travers 2 documents remis séparément à Warren Christopher. 3 personnalités, et non des moindres, représentant les Palestiniens de l'intérieur, menacent sérieusement de ralentir et même peut-être de paralyser les négociations de paix qui avaient déjà bien du mal à progresser. Si l'OLP de l'extérieur, conduite par Yasser Arafat, continue de faire des concessions à Israël et aux États-Unis, Husseini, Ashraoui et Erekat claqueront la porte. Alors, on pourra parler de crise ouverte. Haider Adel Shafi, chef de la délégation palestinienne aux négociations bilatérales, refuse pour l'instant de dramatiser. Je ne pense pas que leur démission sera acceptée, a-t-il dit aujourd'hui. Anna Signora ne montre pas plus d'inquiétude. Tout va rentrer dans l'ordre et selon lui, dans 24 heures, on n'en parlera plus. C'est un orage dans une tasse de thé.
Côté israélien, on n'y va pas par 4 chemins. C'est la pagaille, a estimé Yitzhak Rabin en Conseil des ministres ce matin. Et certains membres de son gouvernement se demandent s'il ne faut pas rompre un tabou, négocier directement avec l'OLP d'Arafat. Malgré toutes les crises tactiques qui sont dans les délégations palestiniennes et l'opposition qui existe de Tunisie contre le progrès de cette négociation, nous sommes convaincus que les négociations vont continuer et qu'il y a une situation où la paix est assez proche maintenant. L'éventualité d'une intervention aérienne de l'OTAN en Bosnie inquiète tout le monde sur place. Les casques bleus de l'ONU qui craignent des représailles serbes et les Serbes eux-mêmes qui, pour l'éviter, acceptent de rouvrir des routes en direction de Sarajevo. Reportage de nos envoyés spéciaux Briedler et Christian Leroux. En voyant entrer dans l'aéroport le général Brickmont, commandant des casques bleus en Bosnie, et les 2 autres généraux, le Serbe Mladic et le Bosniaque Delic, on ne sait que penser de l'accord négocié ce soir. Subodoré dès hier, le texte, qui devrait être signé tout à l'heure, ne permet guère en effet de se laisser aller à un optimisme particulier. D'abord, les Serbes, après beaucoup de tergiversations, continuent de refuser l'évacuation des monts Igman et Bielašnica. Après l'avoir promise, Radovan Karadzic et son état-major gardent sans doute cette carte pour une négociation ultérieure. En revanche, apparemment, tout semble s'accorder pour l'ouverture de 2 axes routiers au départ de Sarajevo. L'un vers Zenica au nord, l'autre en direction de Mostar au sud. On parle de trafic assuré pour les échanges commerciaux et le HCR, mais plus de mention n'apparaîtrait quant à la libre circulation des civils. Crainte bosniaque peut-être de voir Sarajevo se vider d'une partie de sa population musulmane et donc d'un argument médiatique et diplomatique important. Si un accord, même mitigé, est conclu ce soir, il donne en tout cas à l'état-major de la Force-Pronu l'espoir de voir s'éloigner les menaces d'attaques américaines auxquelles il n'est pas préparé et permet aux Serbes de gagner du temps. Dès demain, les patrouilles de reconnaissance des casques bleus devraient commencer sur les routes réouvertes. Mais après 16 mois de conflit, on sait ici ce que valent les promesses d'accord et de cessez-le-feu. Un accident spectaculaire au-dessus de Stockholm, en Suède. Un avion de combat s'est écrasé lors d'une présentation aérienne devant des centaines de milliers de spectateurs. 4 personnes ont été blessées. Renaud Fessaguet. Ce Griffon 39 était une merveille de technologie, la fierté de l'armée suédoise, jusqu'à cet après-midi où il s'est écrasé sur Stockholm pour une raison inconnue. Le pilote, lui, a eu plus de chance. Après 4 minutes de vol, l'avion semble lui échapper, devenir fou. Et Lars Radestrom a juste le temps de s'éjecter sans trop de casse. De la chance, mais peut-être pas d'avenir, car ce pilote s'est déjà illustré il y a 4 ans en se crachant à bord d'un autre avion de combat. 4 personnes ont été légèrement brûlées, mais l'accident aurait pu être dramatique. 500 000 curieux assistaient à ce meeting aérien à 2 km seulement du centre de Stockholm. Le Griffon 39 est un avion très léger, entièrement informatisé, et c'est un coup dur pour Saab Scania, son constructeur, qui espérait en vendre 140 à l'état-major suédois. D'autant qu'en 89, un prototype de ce même Griffon s'était déjà écrasé lors d'une démonstration. Guam a de nouveau tremblé. Cette île du Pacifique, victime de séismes fréquents, a eu droit aujourd'hui à une nouvelle frayeur. Plusieurs dizaines de personnes ont été hospitalisées. Michel Finn. Il était 18h30 au cœur du Pacifique, 10h30 à Paris quand la terre de l'île de Guam a tremblé. Un séisme d'une amplitude de 8,2 sur l'échelle de Richter. Sous l'effet de la secousse, un pont s'est écroulé et plusieurs voitures ont été jetées à la mer. 2 hôtels, occupés par des touristes, ont dû être évacués. Il n'a pas eu de morts, mais une quarantaine de blessés. Par mesure de précaution, les autorités ont conseillé à la population de ne pas trop s'approcher des côtes de peur d'un raz-de-marée. Actuellement, les communications avec le nord de l'île sont encore difficiles, mais les installations militaires, celles de la plus grande base américaine installée dans le Pacifique, n'ont pas été endommagées. Et dans le Missouri américain, toujours inondé, plusieurs communes ressemblent désormais à des villages fantômes. Reportage de Maryse Burgot et Christian Autin. Il faut compter 1 heure de bateau. 1 heure avant d'arriver à Portage des Sioux. Un village fantôme, désert, abandonné aux eaux du Mississippi. Avant, il y avait là 500 habitants. On peut d'ailleurs en croiser quelques-uns venus pour la journée constater le désastre.
En fait, aujourd'hui, seuls 3 habitants vivent encore au village. Chaque jour, les gardes-côtes viennent aux nouvelles. Mais Jack Almoral, il a eu de la chance. Chez lui, il n'y a eu que 60 cm d'eau. C'est pas nouveau pour moi tout ça. Je suis assez vieux pour me rappeler les inondations des années 40. Je vivais plus loin sur le Missouri. J'ai connu les inondations de 1940, 42, 43 et 47. Alors tout ça, je connais. Hier soir, dans une ferme des environs, les habitants de Portage-des-Sioux se sont retrouvés, histoire de parler entre eux de leurs ennuis. On n'avait pas vu nos voisins depuis 2 semaines, on ne savait pas où ils étaient, on était tous inquiets. On ne savait pas ce qui était arrivé à nos amis. Cette réunion permet enfin de se reparler. Si tout va bien, ils seront de retour chez eux dans 1 mois, le temps pour le Mississippi de rejoindre son lit. Les droits de l'homme progressent en Afrique du Sud, en l'occurrence ceux de la femme. Dans ce pays à majorité noire, la Miss était toujours blanche. Un grand pas a été franchi l'année dernière, elle est devenue métisse. Et cette année, elle est carrément noire. Henri Elie. Une noire, unanimement saluée par l'assistance, à majorité blanche. Encore un pan du régime de l'apartheid qui s'effondre. En 92, c'était une superbe métisse élue Miss Afrique du Sud, la première non blanche à obtenir un tel titre. Cette fois-ci, cet éclatant sourire, ces larmes, effacent, depuis la création de ce prix, 37 ans d'oubli volontaire, 37 ans d'une longue attente de la majorité noire pour accéder enfin au trône de la plus belle femme d'Afrique du Sud. Née en plein cœur du ghetto de Soweto, cité de toutes les violences, non loin de Johannesburg, elle s'appelle Jackie Mofoken. Elle a tout juste 21 ans, elle a gagné la bagatelle de 1,2 million de francs et une Mercedes. Mais elle aura surtout la lourde tâche de promouvoir la paix dans un pays secoué par la haine raciale, où en une semaine, le bilan des affrontements entre partisans de l'ANC et membres du parti Zulu Inkatha est de 160 morts. Les courses de voiliers sont de plus en plus prisées. Une course se termine, le Tour de France. Une autre commence à peine, le Figaro en solitaire. Nous vous en parlions à 13 h. Une troisième se prépare, la plus prestigieuse, la Coupe de l'América. Elle n'aura lieu que dans 20 mois. 20 mois, c'est long et c'est court à la fois. Marc Pajot ne pense qu'à ça. Il sait que les victoires ne doivent rien au hasard. La construction d'un bateau tient désormais de la Formule 1. Elle nécessite une grande minutie et beaucoup d'argent. Yann Lavoie, Jean Cornu. Avril 91, en baie de San Diego, la finale des Challengers bascule définitivement à l'avantage des Italiens. À l'arrivée de cette manche, il Mauro Di Venezia gagne d'1 seconde après 4 heures de régate face à New Zealand. Alors on comprend pourquoi, comme les Formule 1, les bateaux classe America sont sans cesse à la recherche des secondes, voire des dixièmes de seconde qui pourront les faire gagner. Pour cela, le défi français est au travail depuis septembre. Hypothèse sur ordinateur, test aérodynamique en soufflerie ou en bassin, toute une technologie de pointe que dirige Philippe Briand qui voit la première échéance se rapprocher. La phase importante qui va nous occuper le 1er janvier 1994, c'est la construction d'un bateau intermédiaire qui a pour nom de code F4 et qui va être un bateau test afin de préparer le dernier qui verra sa construction fin 1994. D'ici là, il y a un certain nombre de travaux de recherche spécifiques attachés à ce bateau-là qu'il faut réaliser. Et ces travaux coûtent cher car il faudra dépenser 100 millions de francs dans la recherche et la construction pour que dans 20 mois, le défi français ait toutes les chances de remporter la Coupe de l'América. Aujourd'hui, on sait qu'on est au niveau international, il faut continuer à s'entraîner, mais surtout, il faut qu'on arrive à se doter d'outils performants. Et je crois qu'on a tout le savoir-faire en France, encore faut-il le mettre ensemble, et pour ça, il nous faut aujourd'hui des financements. Voilà, l'appel aux sponsors est lancé, mais sachez que le défi français est pour le moment plutôt en avance, et si Marc Pajot ne néglige pas l'aspect sportif, puisqu'il s'entraîne beaucoup, il sait aussi que le vainqueur en 95 sera probablement celui qui possédera le bateau le plus rapide. En guise de hors-d'œuvre, avant Borsalino ce soir sur France 2, une rubrique ciné riche avec tout d'abord la séquence Exotisme. Elle a été tournée par Dominique Derda et Jean-François Bernigaud. On y voit des Russes jouant de bon cœur aux cow-boys. Ah, si Lénine et Brejnev pouvaient ressusciter uniquement pour voir leur mine. Il était une fois dans l'Est. Un gentil et des méchants. Des brutes et des truands. Comme dans tout bon western spaghetti. Jonathan et les ours n'atteindra sans doute jamais les sommets du box-office. Qu'importe, c'est déjà un événement ici à Moscou.
car ces cow-boys plus vrais que nature ne sont ni du Texas, ni du Wyoming, mais russes ou ukrainiens, ou d'une autre république encore, comme cet Indien né en Kirghizie. Le premier western italo-américain tourné sur le sol russe est d'abord l'occasion d'abattre quelques vestiges de la propagande soviétique ou américaine. Avant, pour nous, l'Amérique, c'était le symbole du mal. Mais maintenant, quand on se rapproche, on se rend bien compte que ce sont des gens aussi humains que nous. J'avais toutes sortes d'a priori sur la Russie, ce que j'en avais vu au cinéma ou à la télé. En fait, j'ai découvert ici à quel point ce sont des êtres humains tout comme nous, des gens chaleureux, formidables. Et en plus, ils adorent les Indiens et ils adorent l'Amérique. C'est terrible. Le cinéma ainsi rapprocherait les peuples. La belle histoire. En fait, western ou péplum, là n'est pas l'important. Maquiller une vedette de série B américaine ou faire de la figuration pour 30 francs par jour, c'est déjà travaillé. Jadis, les studios de Moscou tournaient des dizaines de films par an. Cette année, les 6 films en chantier ont dû être arrêtés par manque d'argent. En tant que citoyen de ce pays, ça me fait mal au cœur de voir combien d'entre nous doivent brader leur talent pour quelques kopecks. À la fin du film, évidemment, le brave cavalier emportera sur sa monture la jolie prostituée indienne. Les westerns se terminent toujours bien. Les Russes, eux, c'est plutôt dans la tragédie qu'ils excellent ou dans le réalisme historique. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus même les moyens de filmer leur propre quotidien. Deuxième séance ciné français et bon ciné avec La Cavale des Fous réalisée par Marco Picot et coproduite par France 2. Bonsoir docteur. Bonsoir. Docteur Pierre Richard. Psychiatre. Alors, dans ce film vous êtes le psychiatre et vous soignez Piccoli et un autre garçon qui s'appelle Pinon, Dominique. Et qui joue le rôle d'Angèle, donc le rôle d'un psychotique. Alors le début de l'histoire, pas raconter la fin. C'est un psychiatre effectivement qui emmène pour un voyage qui aurait dû être une formalité, un simple aller-retour vite fait bien fait. Il emmène un maniaco-dépressif dangereux, possible, sans savoir d'ailleurs qu'il est en pensant qu'il est guéri. Et puis il se trouve flanqué d'un deuxième psychotique innocent, doux comme tout, mais très turbulent, qui est Dominique Pinon. Et ce voyage qui aurait dû se passer vite fait, bien fait, comme je le disais, se trouve être un cauchemar pour ce psychiatre, qui lui-même n'est pas tout à fait net non plus. Alors justement, ce voyage commence dans votre voiture. Hein. On va vous retrouver à Troyes dans un extrait qui donne une bonne idée d'ailleurs de l'ambiance qui va régner tout au long de ce film. Regardez. Excusez-moi, professeur, mais il faut boucler votre ceinture. Tout libéré. Tout bouclé. Bon. Vous exagérez. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Vous voyez la boîte à gants, professeur? Oui. Prenez l'étui. Allez-y. Oui. Ouvrez, professeur. Qu'est-ce que vous voyez, professeur? Deux cigares. De Monte Cristo. La Rolls-Royce du cigare. Petite cave personnelle. Cigare, professeur. Et ça commence, on ne va pas raconter la fin, mais à un certain moment, si on arrivait en retard dans votre film, disons au milieu du film, vous êtes le docteur, bon, c'est plus du tout qui de Piccoli ou de Richard et le malade ou le soignant. Ah, vous trouvez? Ah oui. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, le psychiatre est quand même a un petit défaut dans sa cuirasse, c'est qu'il est affublé d'une sorte de jalousie assez caractérisée qui
qui fait que des fois il a des réactions qu'il dépasse lui-même. Alors évidemment... Oui, mais c'est tout l'intérêt de ce film, La cavale des fous. On pense d'abord aux fous, comme on dit, comme on ne dit plus d'ailleurs. On ne dit plus, on dit les patients. Voilà, justement, on n'avait pas hésité avant de prendre ce titre. On dit patient aux malades. On a un peu hésité avec la cavale des patients, ça veut dire quoi? Ce serait la cavale des impatients. La cavale des impatients, ça voulait rien dire. Alors effectivement, mais on dit plus ce terme, on dit des patients ou des malades. Oui. C'est au Moyen-Âge. Et ces fous, entre guillemets, qui vont vous rendre fou, qui vont rendre l'homme dit normal fou à son tour, quoi. Oui, effectivement, ce sont les rapports entre trois, mais il y a des rapports de tendresse entre les trois personnages, et notamment entre le psychotique et le maniaco-dépressif, qui n'a plus d'attache dans le monde, qui est un misanthrope, misogyne, avec des phobies sexuelles un peu méchant même, tellement intelligent en plus qu'il en profite. Et puis la seule personne qui a grâce à ses yeux, c'est ce petit psychotique, qui est comme un enfant. Alors lui, comme vous savez, les harpeaux. Tout ce qu'il voit, il faut qu'il touche, il faut qu'il... On est tout le temps là, touche pas et tout. Et le psychiatre, il en peut plus. Alors il a des circonstances atténuantes pour craquer quand même. Mais c'est d'ailleurs assez impressionnant dans ce film parce que le malade est identifié, c'est Piccoli, on connaît son grand talent. Le soignant, le psychiatre identifié, c'est Richard, on connaît le vôtre et tous les deux vous excellez dans ce film. Mais le psychotique, ce jeune garçon qui joue le rôle de psychotique, je vous assure qu'on pourrait croire qu'il s'agit d'un vrai malade. C'est un comédien? Je continue à le penser. Non, c'est un grand acteur et ce que vous dites est un complément pour lui. Dominique était tellement dans la peau de son psychotique que pendant 2 mois on l'a vu comme ça, même à table. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas lui arracher 2 mots. Il restait dans son assiette, il ne parlait pas, puisque dans le film il ne parle pas. Et puis finalement, Michel et moi, on oubliait tellement qu'il était normal, et il l'est complètement, qu'on lui disait, allez mon petit, on va travailler. Et puis on disait, qu'est-ce que je raconte là? C'est tellement Dominique était complètement dans son rôle psychotique. Et c'est vrai que comme il est pour l'instant moins connu, mais il deviendra très connu, parce que c'est un acteur d'un talent prodigieux, d'un talent. C'est vrai que les gens des fois me disent, mais c'est un vrai ou pas? Vous avez tourné uniquement dans les studios ou dans un asile? Est-ce que vous avez été entouré, conseillé par des vrais psychiatres? Avant, oui. Oui, bien sûr. Après, on a tourné dans des studios ou dans des décors naturels. Avant, on avait avec Olivier Daza, qui a écrit le scénario avec moi, puisqu'il était aidé de lui d'ailleurs. Lui, il a été beaucoup dans les... Je me demande s'il n'a pas été pour lui même. Non. Parce qu'il y a été beaucoup, il s'est beaucoup renseigné. Il a vu des psychiatres et on avait des bouquins avant de commencer pour... Alors, et vous, parce que tout au long du film, oui, ça va bien. Mais vous naviguez entre deux images, quoi. Vous êtes parfois émouvant, parfois drôle. C'est surtout le Pierre Richard drôle qu'on connaît, qu'on retient de vous. En tout cas, c'est la perception qu'on a de vous. Et on sent comme un changement de registre, même si vous faites rire, et même si le film parfois fait rire. Oui, je sais pas, effectivement, c'est peut-être parce que sans m'en rendre compte même, j'évolue un petit peu pour donner une petite place parfois à l'émotion, à la tendresse, chose qui était un peu plus derrière il y a une quinzaine d'années dans certains de mes films. Effectivement, je laisse... Mais déjà dans Les Fugitifs, on pouvait, de Weber avec Depardieu, on pouvait déjà déceler comme ça ces petites choses qui transpirent de moi. Bon, mais c'est une évolution naturelle, c'est pas un virage à 180 degrés, j'ai envie de faire de la comédie, j'en ferai, mais effectivement, si derrière il y a sans vouloir y toucher, des choses un peu plus graves ou un peu plus tendres, pourquoi pas? Ce film, La cavale des fous, on peut dire que c'est une comédie dramatique? Qu'est-ce que vous retenez de ces deux termes? Comédie ou dramatique? Olivier dit une chose très jolie, une comédie, c'est une tragédie qui dérape. Je trouve que c'est ça. Ça dérape évidemment dans le comique, ça aurait pu être tout à fait dramatique. Je ne sais pas comment l'appeler, c'est peut-être inclassable, mais j'aime bien les choses inclassables. En tout cas, vous avez employé un mot tout à l'heure, vous avez dit tendre, et je dois dire, après avoir vu ce film, qu'il l'est à l'égard de ceux qu'on dit fous, et qui le sont quelquefois moins que les autres. Vous savez que Beckett disait, tous les hommes naissent fous, mais certains le demeurent. Merci Pierre Richard. Je rappelle aux téléspectateurs et aux futurs spectateurs que ce film sort le 11 août, La cavale des fous, donc avec Piccoli et Richard. Merci d'être venu. Ce journal est terminé. La soirée cinéma sera riche ce soir sur France 2 avec évidemment à 20h50 Borsalino & Co. de Jacques Deray avec Alain Delon et à 22h30 I Want to Go Home du français Alain René avec le français Gérard Depardieu. À minuit 15, Jean-Claude Alanic vous présentera le dernier journal et demain matin, Daniel Vigou recevra André Antolini, le président de la Fédération nationale des promoteurs et constructeurs. Écoutez bien ce soir, surtout si vous êtes dans le midi de la France en vacances, les prévisions de Nathalie Riouet. Le vent, et notamment le Mistral, soufflera très fort demain. À demain 20h, bonsoir et bonne soirée sur France 2.